Bonjour à tous et ravi d'être là avec vous pour parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est un sujet qui est difficile parce que on a toujours l'impression que le son, c'est quelque chose de banal. Il y a du son autour de vous. euh, et on va voir que le son va nous amener justement dans des dimensions qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Alors, je vais faire en sorte que je vais faire comme si vous étiez tous ignorants de ce qu'est le son. Donc pour ceux qui savent déjà, tant pis. Mais c'est peut-être bien de bien prendre les choses à la base. Pour ceux qui me connaissent, je préviens tout de suite, la conférence est évidemment à caractère scientifique. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire s'inscrit dans le cadre de la science. Donc il n'est pas question pour moi de vous donner des informations sur des choses que la science ne comprend pas. Si ces choses-là vous intéressent, on peut en discuter. Mais dans le cadre de la conférence, je me limite à ce que la science peut dire de phénomènes très particuliers, ce qui n'empêche pas d'aller très loin, comme on va le voir. Autre chose, il y a toujours deux choses sur mes transparents que je vais passer. Il y a les choses qui concernent les scientifiques, parce qu'il peut y avoir des scientifiques des fois qui assistent à mes conférences, et des choses qui concernent donc les personnes qui n'ont aucune culture scientifique. Alors c'est facile parce que les choses qui ne concernent tout le monde, disons, c'est les images. Donc vous regardez les images, et si vous voyez des signes kabbalistiques, des choses que vous ne comprenez pas, sachez que ça, c'est pour ceux qui maîtrisent la science. Mais qu'en aucun cas, c'est nécessaire de savoir décoder ces choses-là. Je vais vous expliquer ça en détail. Alors, on va déjà commencer, alors, peut-être pas par de la science, mais par l'évangile selon saint Jean. Pourquoi ? Parce que la tradition a toujours mis le son au centre de ses préoccupations. Donc, si vous regardez ce livre qu'on appelle l'évangile selon saint Jean, on voit que cette phrase, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. On pourrait parler pendant au moins un quart d'heure sur cette phrase. Que signifie pour vous le mot verbe ? Parole. Mais qui dit parole dit son. Donc on pourrait très bien interpréter cette phrase de l'évangile de saint Jean. Au début était le son, la vibration. Mais en êtes-vous si sûr que le mot verbe ici désigne le son ou de vibration ? Pourquoi vous parlez ? Vous parlez tout simplement pour transmettre des informations. Et peut-être qu'on pourrait dire, au commencement était l'information. C'est ça l'ambiguïté des textes de la tradition, c'est qu'ils sont toujours à plusieurs lectures. Ils sont souvent très complexes. Et c'est une des gros avantages de la science de simplifier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans ces détails d'interprétation de la sémantique. Donc nous, on va regarder d'abord ça de façon scientifique, et puis après, vers la fin de la conférence, on pourra peut-être regarder des choses plus ésotériques. Alors, supposons que le verbe de saint Jean soit la vibration, le son. Je vous ai mis ici deux images. Une image qui vous montre ce que c'est que le vide suivant la théorie quantique des champs, et une image qui vous montre l'arcane numéro 14 du tarot, la tempérance. Pourquoi j'ai choisi ces deux images ? Parce que là, vous avez la science. Et ce qui est toujours surprenant, c'est que la science nous apprend que le vide est plein de vibrations. Et donc, la phrase de saint Jean, au commencement était le verbe, au commencement était le vide, la vibration, est parfaitement vraie d'un point de vue scientifique. Ici, nous avons l'arcane numéro 14 du tarot. J'ai toujours été intrigué par ce qui se passe entre les deux vases. Des gens voient un transfert d'eau. Mais si vous regardez ça en détail, et si vous pensez que ce transfert d'eau a lieu sur la planète Terre, qu'est-ce que devrait faire l'eau ici au milieu ?
elle devrait tomber. Donc, ce n'est peut-être pas forcément un transfert d'eau qu'on vous représente dans l'encart de la tempérance, mais un transfert d'ondes, de vibrations, tout en vous suggérant que l'eau est importante. Et ça, c'est le thème de la conférence. Quel rapport on peut faire entre l'eau et la vibration, sachant que ça a préoccupé. Vous avez ici le tarot de Marseille qui remonte à une époque très reculée. Et on est d'actualité puisque la science elle-même nous apprend que l'espace-temps n'est pas ce que vous croyez être, une chose, un volume, c'est quelque chose que vous créez vous-même et que vous faites vibrer. Donc on voit qu'on est au cœur du problème. Alors on va regarder l'intérêt d'avoir du son, c'est qu'on peut créer des formes. Voilà. Est-ce que le film, voilà. Ces expériences s'appellent de la cymatique. Ça consiste à prendre une matière. Et comme vous le voyez ici, la matière, c'est du solide, ce sont des grains de sable. A priori, ces grains sont parfaitement incapables d'avoir une structure. Et ce qu'on va faire, c'est simplement, sur cette matière qui est inerte, qui représente le chaos, si vous préférez, on va envoyer une onde sonore. Et on va voir que dès que l'onde sonore va... Donc ici, c'est quelqu'un qui chante. On va voir que cette matière, au lieu d'avoir cet aspect chaotique et complètement aléatoire, va adopter une structure. C'est-à-dire que vont apparaître des formes. Donc là, c'est une chanteuse qui chante des notes. Oui, une plaque métallique qui... Alors, vous allez voir, après, là, pour le moment, on vous montre ce qui se passe sur la plaque. Vous verrez ensuite comment la chanteuse crée ça. Donc là, on vous montre un grossissement des grains. Et on voit qu'effectivement, la matière réagit à la voix. C'est-à-dire qu'on est capable, par la voix, de faire apparaître des formes. Alors, je vous laisse admirer un petit peu. Voilà la chanteuse. Vous voyez, elle a un micro. Et ce micro est relié à la plaque, qui est métallique et qui la fait vibrer à la fréquence donc, de la voix de la chanteuse. Et ensuite, elle change ses notes, elle change sa mélodie pour montrer que chaque fois que vous changez la fréquence, vous avez une nouvelle forme qui apparaît. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous. Hein. Le matériel est très simple. Et vous pouvez y passer des heures. C'est des expériences qui avaient été faites au XVIIIe siècle par un musicien qui s'appelait Chladni. Pour épater les dames, il prenait une plaque de métal et il faisait, avec un violon d'archer, il faisait vibrer la plaque et il faisait apparaître comme ça les formes. Alors, plusieurs choses sont importantes pour comprendre cette expérience. C'est qu'on voit que quand on change la fréquence, on change la forme. Mais attention, n'oubliez jamais que ce que vous voyez là dépend de deux choses. La fréquence à laquelle vous émettez le son, mais aussi la longueur de la plaque. Si vous changez la longueur de la plaque, il faudra changer la fréquence pour retrouver les mêmes formes. Alors, je vous dis ça parce que sur Internet, on trouve des gens qui vous prétendent que le 440 Hz serait moins bon que le 432 Hz, si mes souvenirs sont bons. Et pour vous démontrer ça, ils prennent une plaque comme ça, ils vous font vibrer, et simplement en changeant la fréquence, ils vous montrent qu'on ne fait plus la forme pour 440, alors qu'on l'a fait pour 432. Est-ce que vous voyez l'arnaque qui est derrière? C'est parce qu'évidemment, ils n'ont pas changé la longueur de la plaque. Si vous changez la longueur de la plaque pour 440, vous aurez une forme qui est aussi belle que pour 432. Parce que ce qui gouverne la forme, ce n'est pas la fréquence, c'est l'ensemble de la fréquence et la dimension de la plaque. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour le son, c'est que l'oreille humaine n'a
aucune capacité à être sensible à la fréquence dans l'absolu. Elle ne fait que des fréquences relatives. Et c'est pour ça qu'il faut être relativement méfiant avec ces fréquences absolues. On n'est pas fait pour ça. Et vous devez bien le comprendre si vous vous regardez simplement dans un miroir. Vous avez combien d'oreilles? 2. Pourquoi? Parce que votre oreille fonctionne en différentiel de fréquence. Et donc, vous ne pouvez pas, a priori, sauf certaines personnes qui sont très douées, qui ont effectivement ce qu'on appelle l'oreille absolue, qui sont capables de faire ça, mais la plupart des gens ont 2 oreilles parce que l'oreille fonctionne en différentiel. Et donc, on est sensible à ce qu'on appelle les intervalles, mais pas aux fréquences absolues. Vous le voyez très bien quand vous écoutez un morceau de musique, on va en reparler. Si vous changez les notes, vous pouvez très bien ne pas changer le morceau. C'est parce que vous ne changez pas les fréquences relatives. Voilà. Deuxième chose, là c'est un peu ennuyeux. Oh non, mais c'est du grain de sable. C'est déjà plus intéressant si vous mélangez de l'eau et du sable. Voilà ce que ça va donner. Normalement, je n'avais pas rien ici. Donc là, c'est un autre système. Vous avez un haut-parleur. Et vous mettez dessus donc un mélange d'eau et de maïzena. Alors pourquoi un mélange d'eau et de maïzena? Parce que ça donne une viscosité particulière. Et vous allez voir là l'importance d'avoir de l'eau. C'est que tout à l'heure, quand je n'avais pas l'eau, je n'avais que des formes planes. Maintenant, vous voyez qu'avec l'eau, qu'est-ce qui se passe? Je peux commencer à explorer la 3e dimension. Et si vous regardez ces formes, elles sont étrangement humaines. On a l'impression de bonhommes qui se déplacent. Et donc, vous voyez que ces formes denses, elles sont vivantes. Et qu'est-ce qu'il faut pour les rendre vivantes? Un son et de l'eau, évidemment. Donc ça, on trouve ici la base de l'eau, c'est la vie. Vous comprenez que dès qu'on met de l'eau dans le jeu, c'est beaucoup plus intéressant. On fait déjà des trucs pas mal avec des grains de sable ou des grains de sel, mais quand on met de l'eau, c'est vraiment là où on voit apparaître des choses assez extraordinaires. Alors, si vous regardez le dispositif, ça, c'est des haut-parleurs d'enceinte, c'est très facile, mais mélange eau maïzena, vous achetez ça dans le commerce. Et puis après, il suffit de brancher ça sur une source vibratoire, et puis vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. La personne que vous voyez là est un des plus grands physiciens du XXe siècle. Certains le connaissent. Quelqu'un connaît John Archibald Wheeler? Oui, Maxence, évidemment. Monsieur Wheeler, c'est le père des trous noirs. C'est-à-dire que quand il y a eu la théorie de la relativité générale, on a découvert qu'il y avait des cas où les solutions étaient instables. Et Wheeler a dit, bon, on va donner un nom à ces solutions, il les appelait les trous noirs. Black hole, en anglais. Donc c'est quelqu'un qui était très bon en physique théorique. Et je vous ai mis ici un extrait donc de ses mémoires. Et je crois que ça vaut le coup d'œil de voir ce que pensait un très grand physicien. Comme l'écran est petit, je vais vous lire. Et puis en plus, le sujet avec la voix, donc je vais vous mettre de l'intonation, parce qu'il se trouve que je suis moi aussi physicien et scientifique. Je crois, c'est déjà bizarre, que ma vie en physique se divise en 3 périodes. J'ai d'abord cru que tout était fait de particules. Dans ma seconde période, que tout était fait de champs. Dans cette 3e, il est mort en 2008, juste avant sa mort, mon impression est que tout est fait d'informations. Ce n'est pas un gourou New Age qui vous le dit, c'est John Archibald Wheeler, qui, et si vous n'avez pas besoin d'avoir une approche scientifique, réfléchissez où vous en êtes dans votre vie. Vous en êtes où? Vous croyez que le monde est fait de particules? Il y a des gens qui sont persuadés de ça.
allez dans un cabinet de médecin et vous verrez que pour un médecin, vous n'êtes qu'un assemblage de particules. On peut être à ce niveau-là. Mais peut-être que si vous êtes ici au séminaire de Peggy, vous avez dû remarquer qu'on n'est pas nombreux. Parce que peut-être que nous, on a ça en commun, on pense ne pas être fait que de particules. Auquel cas, on est peut-être dans la seconde période de notre vie, où tout est fait de champs, de vibrations. Mais peut-être que là, on serait une centaine. Moi, je pense que si vous êtes tous là, c'est parce que vous en êtes dans cette troisième période. Et vous êtes tous persuadés que la vibration, bien sûr, ça existe, les particules, mais qu'il y a plus que ça. Et que derrière ça, il y a un terme que les physiciens sont en train de découvrir, c'est la physique du 21e siècle, c'est la physique de l'information. Donc, est-ce que quelqu'un se trouve au premier niveau? Non, nous sommes tous au troisième, on est bien d'accord. Alors, voici un dessin de John Archibald Wheeler lui-même. Regardez ce qu'il nous a dessiné. Un trou noir, évidemment, puisque c'est le père des trous noirs. Ce trou noir, ou tout qui avale toute matière et toute lumière, je suis relié à lui, moi, à l'observateur, par un ruban. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis le trou noir et je le contemple. Et que dessine cette figure? La lettre U comme univers. Là aussi, vous pouvez passer quelques heures devant ce simple dessin pour comprendre ce que John Archibald Wheeler voulait signifier de ce qu'était l'univers, avec l'énorme problème qu'a la science aujourd'hui. C'est pour ça que Wheeler a fait ce dessin. C'est que nous sommes à la fois la chose et la chose qui observe. Vous ne pouvez pas séparer l'observateur de ce qu'il regarde. Et évidemment, il a pris ce qui était la pire horreur pour un physicien ou pour un être humain, le trou noir qui avale tout. Nous sommes ça. Simplement, nous le regardons, mais le simple fait d'être relié ici nous montre que nous sommes le trou noir. Dernière chose, et ça c'est un petit coup d'œil, un petit clin d'œil aux scientifiques, Monsieur Wheeler nous a appris qu'il ne fallait jamais faire de calcul avant d'en connaître le résultat. C'est-à-dire que si vous avez besoin de calculer pour savoir prendre une décision, c'est que vous avez tout faux. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la décision, on dit ce sera tel résultat, et pour en être sûr, qu'est-ce qu'on fait? On fait des calculs. Et si les calculs donnent le résultat qu'on attendait, on sait que c'est bon. Si par contre les calculs ne donnent pas le résultat qu'on attendait, on sait que notre idée n'était peut-être pas si géniale que ça. Mais en aucun cas, vous devez faire des calculs pour essayer d'avoir de nouvelles idées. Parce que les calculs n'amènent à rien de nouveau. On va retrouver cette jolie phrase qui, hélas, ne peut pas être traduite en français. It from bit. En anglais, it, c'est le verbe, c'est le pronom ça, la chose, it. From bit, qui est l'unité d'information. C'est-à-dire que selon Wheeler, donnez-vous de l'information et vous pourrez créer toute chose, quelle qu'elle soit. Et on parle bien ici maintenant de choses matérielles. C'est-à-dire que c'est l'information qui gouverne la matière. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut s'inscrire très profondément. C'est ce qui marquera la science du XXIe siècle. C'est de mettre la notion d'information avant tout. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de physique, je vous rappelle la Golden Rule, la loi d'or. Au commencement était le verbe. Donc, vous devez mettre l'information au commencement de tout. Cette information, évidemment, est immatérielle. Pour s'exprimer, elle va avoir besoin de quelque chose. Devinez quoi? C'est quelque chose que vous connaissez, que vous utilisez tout le temps. Dès que les gens sont un petit peu dans le monde subtil, non matériel, ils vont vous parler
d'énergie. Oh, il y a de l'énergie ici. Ah, là, je sens de l'énergie. Là, il y a l'énergie qui circule. Soit. Attention. Cette énergie va évidemment servir à faire quelque chose, à créer ce qu'on appelle une action, c'est-à-dire un mouvement. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens confondent ces trois choses. C'est-à-dire qu'ils oublient que l'action, ou du moins ils vont vous faire croire que l'action c'est de l'énergie et que l'information c'est de l'énergie. Ce qui fait qu'on vous dit il y a de l'énergie qui circule. Mais est-ce que cette énergie qui circule, ce ne serait pas de l'information? Parce que vous le voyez ici, vous ne pouvez pas avoir d'action sans énergie. C'est vrai. Mais par contre, je peux avoir de l'énergie sans action. Regardez un barrage d'eau. Qu'est-ce que vous voyez? Une masse immobile qui ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Mais est-ce qu'il y a de l'énergie? Pas plutôt, parce que si vous ouvrez une vanne, ou si jamais le barrage a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est tout qui casse. Donc on peut très bien avoir de l'énergie sans avoir de l'action. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez de l'énergie sans avoir de l'action? On ne va pas prendre l'image du barrage, mais on va prendre par exemple l'image de quelqu'un qui est malade. Quel est le rôle de l'énergie? C'est de produire de l'action. Si elle ne peut plus le faire, qu'est-ce qui va se passer? La pression va monter, ça s'appelle une maladie. OK? Mais il faut aussi avoir conscience qu'on peut avoir que pour que l'énergie fasse de l'action, il faut de l'information. Parce que si vous n'avez pas d'information, vous faites quoi? Ça s'appelle le mouvement brownien, le mouvement aléatoire. Si vous voulez avoir une action qui fait du sens, vous devez avoir de l'information. Mais soyez bien conscient que vous pouvez avoir de l'information sans énergie. Et c'est quoi de l'information sans énergie? Eh bien, c'est une information qui circule sans produire d'effet. Et ça, c'est la bonne santé. C'est-à-dire que vous devez vous voir comme des systèmes dévoreurs d'informations. Et cette information, à aucun moment, elle ne doit être source de tension. Ça doit circuler, fluidifier. Et à ce moment-là, vous n'avez pas d'accumulation en un point donné. Un petit mot sur ce petit diagramme. Alors ça, je fais ça parce que j'ai en tête un jour de faire... On peut rêver. Hein. C'est pas parce qu'on est un scientifique qu'on ne peut pas être un petit peu optimiste. C'est qu'on vous dit il y a de l'espace, du temps, de la matière, de la lumière et de l'action. Ce sont les ingrédients de base de l'univers. Finalement, l'espace et le temps, on voit commencer à comprendre en physique que ça se réfère à l'information. C'est-à-dire que cette information, elle circule dans l'espace et dans le temps. Mais nous sommes faits d'un corps. Et je vous invite ici, si ça vous intéresse, si vous voulez développer, expliquer à des gens ce que c'est que l'information, l'espace, le temps, de faire ces mouvements. L'espace. C'est un mouvement. Et là, vous voyez le temps. Est-ce que ça suffit? Non, parce que ça crée ce qu'on appelle le vide. Et le vide, c'est passionnant, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, on va remplir ce vide avec deux choses, la matière et la lumière, qui sont en fait deux modes opposés de faire que le vide s'anime. On peut animer le vide avec de la matière, on peut animer le vide avec de l'énergie. La seule différence, c'est que quand vous animez le vide avec l'énergie, on ne voit rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Alors que quand vous animez le vide avec de la matière, il y a des acteurs, il y a des pièces de théâtre, ça devient intéressant. Dans la matière, donc, il faut la faire comme ça. Et la lumière, et faire un ciseau.
Pourquoi? Parce que la lumière a cette caractéristique, c'est qu'elle ne s'accroche pas à l'espace. Donc il faut penser à se soulever. Alors que quand je suis dans la matière, je ne me défends pas le sol. Bon, tout ça, c'est très symbolique, mais si vous voulez apprendre ça à des enfants, ils sont ravis. Je vous rappelle que vous êtes toujours des enfants. Dernière chose, évidemment, vous avez compris que matière et lumière représentent l'énergie. Il nous faut l'action, et l'action, bien, vous allez faire tous les mouvements en vous déplaçant. Et vous avez à ce moment-là une représentation du mode d'action. Si vous faites ça, vous comprendrez tout de suite deux grandes lois de la nature. L'action et la quantité qui mesure le changement. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui change, en fait, ça veut dire qu'une certaine quantité d'action a été mise en jeu. On ne peut pas bouger, faire du mouvement sans action. Et plus vous avez d'action, plus les choses bougent. Prenez par exemple un film américain. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a une course de voiture, il y a une bagarre au coup de poing, enfin bref, il y a beaucoup d'action. Prenez un film français, bien psychologique, les gens ne bougent pas, tout se passe dans la tête, il n'y a pas beaucoup d'action. Vous devez comprendre que l'action mesure le mouvement, en fait, la quantité de mouvement. Mais aussi, si vous essayez de faire ça, j'en suis encore tout essoufflé, vous allez comprendre la deuxième grande loi de la nature, c'est que la nature minimise toujours l'action. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, bien sûr que vous pouvez faire comme un dératé, faire n'importe quoi. Mais peut-être qu'il faut être un peu économe, parce que chaque fois que vous mettez en jeu l'action, vous faites tourner votre métabolisme, stress antioxydant, et puis on sait qu'on va vieillir plus vite. Donc le fait de dormir, c'est intéressant, parce qu'au moins, on ne met pas en jeu tous ces méchants radicaux.